Si Dionysos était une femme, vous écoutez un nouvel opus du premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, je vis dans cet univers depuis plus de 20 ans et je mets ma créativité féminine et relationnelle au service du vin. Mon plaisir, vous faire partager mes rencontres. Mon invitée pour ce nouvel épisode est Myrène de Lorgeril. Myrène est présidente de l'interprofession du CIVL, le comité interprofessionnel du Languedoc, qui réunit les appellations et les IGP du Sud, hors Pays d'Oc. Alors IGP étant indication géographique protégée. Cela représente 27 000 entreprises et environ 75 000 hectares. Donc Myrène, vous allez bientôt expliquer à nos chers auditeurs et auditrices l'importance de cette instance. Mais avant cela, notons qu'avant d'avoir pris vos fonctions en 2018, Myrène de Lorgeril, vous dirigez les propriétés familiales et une activité de négoce qui représente en tout 600 hectares pour assurer la commercialisation de 3 millions de bouteilles dans 33 pays. Donc félicitations pour ce beau résultat. Le château de Penautier, l'un de vos joyaux, donc, est également classé monument historique et dédié donc à des séminaires pour les entreprises. Myrène de Lorgeril, je vous remercie de consacrer votre temps si précieux, car votre parcours est d'une richesse sans pareille. Myrène, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Écoutez, je suis effectivement une femme vigneronne, entrepreneur et aussi responsable de quelques outils collectifs. Ou tout au moins, je me suis mise depuis quelque temps au service de quelques outils collectifs. Je suis aussi mère de 4 enfants et épouse. Voilà, donc je suis une femme enthousiaste et passionnée. D'accord. Est-ce que vous pourriez raconter votre parcours par rapport à vos études ? Il me semble que vous êtes parisienne d'origine et par amour et également du vin, vous êtes venue en région languedocienne. Absolument, je suis juriste de formation. Je m'orientais plutôt vers une carrière de droit international. J'aimais beaucoup tout ce qui était politique et diplomatique surtout. Donc c'était plutôt ce qui m'intéressait. Et puis effectivement, un petit peu par hasard, j'ai un peu dans l'urgence suivi mon mari. J'étais toute jeune mariée et j'ai suivi mon mari dans le sud de la France parce que sa mère n'allait pas bien et il fallait qu'il se rapproche du domaine familial pour décider ce qu'il allait en faire. Et à cette occasion-là, nous sommes installés à Nîmes et un petit peu par hasard, j'ai fait un 3e cycle de droit de la vigne et du vin, mais plus pour me cultiver qu'autre chose. C'était un petit moment de break. Je terminais mes études, je venais d'avoir un enfant et j'ai fait ça plus par culture personnelle, par intérêt, mais très très nouveau pour moi, pour découvrir quelque chose. Par curiosité, voilà, j'ai fait ça plus par curiosité. Et puis, en fait, j'ai été mordue par ce monde-là que j'ai découvert à cette occasion-là. J'ai fait un 3e cycle de droit de la vigne et du vin. Ce 3e cycle est un 3e cycle qui est dépendant de la faculté d'Aix et qui est pour partie développé à l'Université du vin à Suze-la-Rousse. Et donc, ça m'a donné l'occasion d'approfondir et de découvrir ce monde-là, ce métier-là. J'ai trouvé ça passionnant. Et ça a commencé par semer un petit germe dans mon cœur. Et il se trouve que j'ai fait j'ai fait un stage de fin d'études dans une entreprise qui m'a proposé de me garder. Et j'ai découvert à ce moment-là ce métier-là de façon très concrète, mais plutôt par la partie diffusion et par la partie commerciale, puisque j'ai pris la responsabilité de la diffusion des vins d'une entreprise de la vallée du Rhône pour tout le nord de l'Europe et le nord de la France. Donc, c'était une découverte à ce moment-là. Ensuite, 3 ans plus tard, et il se trouve qu'il a fallu que mon mari reprenne effectivement le domaine familial. Il avait lui-même une carrière assez éloignée de ce métier-là. Donc, on s'est posé la question stratégique de savoir ce qu'on avait envie de faire. Et je lui ai proposé de regarder ce que je pouvais faire moi pour ce domaine. Et en fait, dès 92, j'ai créé une société de diffusion de nos vins et je me suis mise à prendre ma petite valise et à partir dans l'Europe entière. Et assez vite, ça a assez bien fonctionné. Donc, on a pu se développer, racheter plusieurs domaines. À partir des années 2000, on a développé le no-tourisme et j'ai pris des responsabilités collectives à partir de 2015. Comme un retour de service. Je n'avais jamais participé à rien pendant toutes ces années. J'étais très passive dans les actions collectives.
pour une raison simple, c'est que je trouvais ça très intéressant et très important, mais je ne pouvais pas tout faire à la fois. Pendant tout ce temps-là, j'ai aussi élevé 4 enfants. Et donc, je me suis orientée vers ces actions collectives à partir de 2015, d'abord en prenant la présidence d'un syndicat d'appellation et ensuite en devenant présidente de l'interprofession. D'accord. Et alors justement, 2015, vous êtes présidente de cette appellation Cabardès. Qu'en retenez-vous? Que retenez-vous de cette expérience justement dans la collectivité, le partage justement d'informations collectives? Alors, j'en retiens d'abord une expérience passionnante. J'ai beaucoup appris à écouter, à comprendre les autres dans leurs réalités très diverses. Je savais que nous avions des réalités très diverses les uns les autres dans nos histoires, dans nos domaines, dans nos objectifs, Et là, je l'ai découvert plus encore parce que quand on a l'opportunité, c'est une grande chance quand on a une responsabilité collective de pouvoir aller chez les autres, comprendre ce qu'ils font, les faire parler, les écouter. J'ai trouvé ça très passionnant de comprendre la diversité des chemins de chacun. Et avec ça, avec cette diversité, d'essayer d'en faire un chemin commun, de voir comment on pouvait partager le même patrimoine qui est une appellation. C'est-à-dire qu'on est sur un même territoire, avec un même terroir, un même climat, un cahier des charges partagé, un nom partagé. Et il faut essayer avec ça d'avancer tous ensemble. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, très nouveau pour moi, puisque j'avais été toujours un peu dans mon couloir, m'occupant d'une entreprise. C'est pas refermé sur soi, parce qu'au contraire, on est très ouvert sur le monde, mais finalement assez peu sur le voisinage autour de moi. Donc ça, j'ai découvert cette partie-là. J'ai découvert aussi que c'était difficile de faire avancer un travail collectif, parce que chacun a ses propres visions, parce que finalement, il y a toujours assez peu de gens qui s'investissent sur un travail collectif, mais il y en a beaucoup pour donner leur avis. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Mais néanmoins, je l'ai vraiment vécu comme un retour d'ascenseur, c'est-à-dire que j'avais moi bénéficié de tout le travail qui a été fait par les autres pendant des années. Et je trouvais que c'était bien à mon tour de participer. D'accord. Alors en 2018, justement, donc vous candidatez, je pense que c'est une candidature que l'on soumet pour être à la présidence, c'est cela? Oui, c'est pas vraiment une candidature au sens où je suis présidente au titre du négoce. Vous savez que dans une interprofession, il y a 2 collèges. C'est le lieu de la réunion du travail commun de 2 types d'entreprises qui sont le négoce, c'est-à-dire les metteurs en marché, et la production. Alors, c'est aujourd'hui une distinction un peu fictive à certains égards parce qu'il y a beaucoup de metteurs en marché directs. Je le suis moi-même, c'est-à-dire que je suis un propriétaire qui vend lui-même et je suis aussi un négociant. Donc, c'est-à-dire il y a aussi des vins que je n'ai pas produits et que je distribue. Donc, je fais ces 2 métiers-là et c'est de plus en plus fréquent. La plupart des maisons de négoce, notamment en Languedoc, sont toutes productrices aussi. Donc, il y a un vrai partage de destin. Et donc, en fait, le collège du négoce cherchait un président et moi, j'étais la première à dire qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à s'engager un peu. Il y avait du travail. Et dans ces cas-là, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas beaucoup de candidats pour prendre des responsabilités exigeantes. Et donc, on m'a proposé et j'ai dit qu'effectivement, je pouvais essayer de le faire. Mais c'est plutôt une décision collective qu'une candidature. C'était pas un rêve d'enfant et j'aspirais pas particulièrement à cette responsabilité-là. En revanche, j'aspirais à ce que les choses bougent. Donc, j'ai pensé que je pouvais y participer. D'accord, donc vous êtes quand même la première femme élue à la tête Oui. d'une interprofession en France et ça, c'est Absolument. important. C'est, je pense, comme une révolution, non? Vous pensez pas? En tout cas, c'est un signal fort sur le dynamisme du Languedoc, Mmh. sur le fait que nous soyons une région engagée, avec beaucoup de renouveau. Et honnêtement, je ne crois pas que ça ait posé le moindre problème. Ça n'a pas du tout, enfin, je n'ai jamais senti la moindre réserve au moment de mon élection sur cet aspect-là. J'étais plus peu connue par les autres vignerons à titre personnel. Les gens ne me connaissaient pas obligatoirement vraiment beaucoup, plutôt que quoi que ce soit. Quoi. Il y avait pas le fait que je sois une femme ne posait, je crois, aucun problème. Éventuellement du questionnement, de l'attente, du doute, mais pas, j'ai pas senti d'opposition. D'accord. Alors quelle qualité une femme présidente doit avoir pour exercer ses fonctions? Alors moi, je dirais, en tout cas, la façon dont je l'ai fait, parce que je ne l'ai peut-être pas fait comme tout le monde. Moi, je l'ai fait avec beaucoup d'engagement et je l'ai fait avec la volonté d'être vraiment
utile et concrète, et pas simplement d'assurer un rôle honorifique ou politique. J'ai d'ailleurs, dans tout l'exercice de ma fonction, essayé de bannir ce mot de politique de mon vocabulaire. Bien sûr, la politique politicienne ne rentrait pas là-dedans, ce n'était pas la question, mais la politique au sens des équilibres de force et du jeu d'influence des uns ou des autres, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ce genre d'instance. J'ai souhaité m'en éloigner le plus possible pour rentrer dans le concret du travail. Nous sommes des régions productrices de vin, nous avons besoin de les diffuser de la meilleure façon possible. Et la prospérité commune est liée à la capacité que nous avons à faire des choix efficaces et dynamiques pour tous. Donc, c'est beaucoup plus lié à ça qu'à simplement la volonté d'entendre ou de développer l'influence de tel ou tel. Le but, c'est de nous faire avancer tous ensemble. Donc, je me suis vraiment astreint à ça. Et j'ai assumé cette mission avec beaucoup d'engagement. J'ai souhaité que nous fassions un gros travail de fond sur notre identité collective, sur les messages que nous souhaitions véhiculer, sur les priorités et la stratégie. Nous avons fait une grande remise à plat de Oui, nos parce que je objectifs. crois que vous avez renouvelé à peu près 25% de l'organisation, c'est ça? 50%. 50%. Oui. 50%. Beaucoup renouvelé avec l'idée que pendant tout, l'interprofession avait 25 ans quand j'en ai pris la présidence. 25 ans, c'est une génération. Il y a eu un travail fabuleux mais extraordinaire fait pendant les 25 dernières années par l'ensemble de la région. Et nos instances, elles doivent précéder ce travail. Elles doivent être absolument dans la dynamique. Elles doivent accompagner tout ce qui se fait et elles doivent être, dans la mesure où elles sont des instances partagées, communes, au service des vignerons, elles doivent être toujours meilleures, elles doivent être très compétentes. Voilà, j'attache beaucoup d'importance à la question de la compétence et à la capacité à répondre aux objectifs. Et donc, j'ai souhaité qu'on renouvelle complètement les savoir-faire. En 25 ans, les entreprises, elles, ont beaucoup progressé. Il fallait que les instances le fassent de la même façon. Donc, j'ai souhaité qu'on aille chercher des nouvelles compétences que nous n'avions pas en interne. Et donc, au fur et à mesure des départs, puisqu'en 3 ans, il y a toujours un peu de rotation dans une instance comme celle-là. Il y a eu 2 ou 3 départs importants qu'on a provoqués, mais sinon, les autres, ça a été plutôt un renouvellement naturel. Ne serait-ce que, par exemple, les gens qui s'occupaient concrètement d'un pôle de communication, on a réembauché des gens qui étaient très orientés sur la communication Internet, ou bien on a essayé d'intégrer les nouveaux savoir-faire dont nos entreprises ont besoin. D'accord. Voilà, donc ça a été un travail. Le but n'était pas de changer les gens, hein. Le but était juste d'intégrer des nouveaux savoir-faire. Et d'ailleurs, la greffe a bien prise entre les gens qui sont là depuis très longtemps et qui, eux, ont l'histoire, la mémoire, qui connaissent des choses en profondeur, et les nouveaux qui apportent un nouveau savoir-faire, une nouvelle dynamique et une vision sur les marchés ou sur les services qu'on peut rendre aux entreprises un peu différents. Donc, c'est une bonne symbiose. Tout à fait, oui, tout à fait. Félicitations d'ailleurs pour ce renouvellement. C'est important effectivement de s'adapter à l'économie d'aujourd'hui, à ce développement. On s'en rend compte, hein, effectivement, tout évolue très vite. Le digital prend une dimension incroyable et effectivement, il faut accompagner également les entreprises dans ce sens-là. Et la communication aujourd'hui devient un pôle quasi aussi important que le marketing, la commercialisation, quoi, hein. C'est sûr. Absolument. Oui. Justement, dans ce renouvellement d'équipe, comment vous vous êtes vraiment organisé, sur quelles personnes vous avez pu compter, comment vous avez construit ces nouvelles équipes finalement? Alors, la première chose que j'ai faite, c'est de faire les choses comme je les croyais efficaces et utiles. C'est que une interprofession s'est organisée autour d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration et d'un bureau. Le bureau n'a pas de pouvoir, mais il est le point d'appui du président, il est le lieu de discussion quotidienne, il se réunit tous les mois et c'est là qu'on peut échanger. Et moi, j'ai attaché je n'avais jamais participé au bureau de l'interprofession, j'en étais pas membre auparavant, donc je savais pas très bien comment ça fonctionnait. Simplement, j'ai lu les différents comptes rendus pour essayer de comprendre comment c'était fait. Et j'ai beaucoup souhaité qu'on renouvelle les gens qui participaient. J'ai souhaité qu'on aille chercher des jeunes, qu'on aille chercher des femmes, qu'on aille chercher des gens qui étaient vraiment des gens engagés sur le terrain, pour que dans les discussions, on ait une participation active de la base,
plus active de la base, et que plutôt que d'être simplement dans des équilibres politiques en disant il faut qu'il y ait un peu de chaque, un peu bien sûr que toutes les grosses appellations soient là, les petites un peu, les moyennes, grandes, machin, enfin qu'il n'y ait que cet équilibre-là. Moi, j'ai essayé de travailler pour que tout le monde soit représenté, bien sûr, toutes les natures d'entreprise, toutes les appellations, mais en même temps qu'on renouvelle, que ce soit aussi des gens qui n'avaient jamais participé auparavant et qui apportent des idées nouvelles, un éclairage nouveau. Alors, ça a comme inconvénient qu'au début, on se rôde un peu, on fait quelques erreurs, on s'ajuste. Mais moi, j'ai beaucoup retiré de ces discussions-là, dans lesquelles ce bureau qui était là pour m'appuyer, qui, encore une fois, n'avait pas de pouvoir, mais avec qui je pouvais échanger, dialoguer. Et beaucoup des idées et des développements que nous avons eus sont nés de ces itérations, de ces conversations, qui étaient très éloignées des discussions traditionnelles de ce genre d'instance, mais qui étaient très tournées vers la réalité, le concret et l'efficacité. Donc ça a été une première chose. Après, sinon, le conseil d'administration, ça, je n'ai pas le choix, même si, notamment du côté des entreprises, j'ai cherché à ce qu'on aille chercher les nouveaux négociants, c'est-à-dire les négociants très qualitatifs, les négociants engagés sur des choses un peu pointues, qui sont aujourd'hui les meilleurs du Languedoc, pour qu'on n'ait pas juste historiquement que les très grosses entreprises, mais aussi les entreprises plus petites qui sont des spécialistes des marchés, et qui aujourd'hui sont des spécialistes des marchés plus pointus. Donc ça veut dire que… Il fallait toutes sortes d'entreprises. Voilà, et la priorité, effectivement, c'est peut-être de monter vers le haut la région qui fait déjà de très belles qualités, mais de premiumiser au maximum. De toute façon, les AOC sont la pointe de diamant, puisque nous représentons 10% de l'ensemble des vins du Languedoc, 10% pour les AOP et 10% pour les IGP de territoire. Donc, nous sommes les 20%, je dirais, de pointe de diamant de la région. Donc, par définition, c'est la premiumisation qui est le chemin de crête qui nous est proposé. Par définition, on a déjà fait tout le travail, enfin, on a déjà fait une bonne partie du travail sur les vins, même s'il y en a toujours à faire. Et donc, petit à petit, sac au dos, je dirais, on monte la montagne tous ensemble. Tout en étant réaliste, on ne peut pas non plus que être au sommet, il faut aussi rencontrer les marchés. Et si effectivement, on n'a pas vocation à être des bouteilles à 2 €, il faut aussi qu'on sache être des bouteilles à 5, 7 € à des prix accessibles. Sinon, on quitte le marché le plus commun pour ne toucher plus que le marché élitiste. Et à ce moment-là, pour le Languedoc, c'est une perte d'un certain nombre de parts de marché. Donc, il faut trouver le bon équilibre. D'accord. Alors, ce qui est intéressant également, où j'aimerais mettre le point, c'est… donc, vous êtes une femme à la tête de la présidence, vous arrivez avec des nouvelles idées, vous bousculez un petit peu les mœurs, là, surtout sur une région bien enracinée, avec initialement un milieu d'hommes. C'est sûr que, bon, en 20 ans, les choses ont vraiment évolué. Et quel talent faut-il pour diriger une telle institution ? Alors, la première chose, c'est que j'espère avoir fait du bon boulot. Mais on verra à la fin, on verra dans quelques années. Je veux dire, on pourra tirer les leçons du travail que j'ai fait. Pour le moment, l'impression est plutôt bonne, voire très bonne. J'ai beaucoup d'encouragement et de remontées, même si j'ai eu droit aussi à beaucoup de scepticisme. J'ai aussi des échecs. Donc, les choses avancent les unes après les autres. Donc, j'espère que dans la durée, on pourra dire que le travail qu'on a fait a été bon, que ça n'aura pas été un feu de paille, que j'aurai mis en place suffisamment de densité derrière pour que ça continue bien, sachant que donc vous savez que les interprofessions, c'est une alternance de présidence, donc je suis encore présidente pour 6 mois, mais au mois de juillet, je rends ma présidence et ça sera la production qui deviendra présidente. Ça n'empêche pas que je puisse rester active. Dans le conseil d'administration, vous serez toujours active dans le conseil d'administration ? Oui, je resterai engagée, ça c'est sûr. Je ne vais pas laisser tomber, ne serait-ce que parce que vous savez, on n'est pas très nombreux à rendre service, donc c'est pas tant que, vous savez, ce genre de mission, il n'y a rien d'honorifique. Quand on est sur le haut de la photo, par moment, ça peut paraître honorifique, c'est surtout du boulot. Et si on accepte de faire du boulot, c'est utile. Si on est juste là pour être sur la photo, alors si c'est juste pour être sur la photo, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'être active, de servir à quelque chose, de faire avancer des choses, pas juste d'avoir un titre, un rôle fictif. Donc, tant que je pourrais être utile, j'essaierai de le faire, et tant que j'aurai l'impression que j'apporte quelque chose et que c'est utile. Mais c'est vrai que l'engagement collectif, c'est quelque chose de difficile. Il y a pas tant de volontaires que ça.
Ou alors, il y a des volontaires pour être juste sur la photo, encore une fois, ou alors pour être juste là pour peser au profit de certains et non pas au profit du travail collectif. Ça, c'est un des grands enjeux dans ce genre d'instance, c'est qu'il y en a qui viennent juste pour protéger les leurs, si je puis dire, alors que ce sont des engagements sur lesquels il faut vraiment avoir une vision d'une avancée collective. On est tous dans le même bateau. Et s'il y en a qui ne rament que pour eux, on tourne en rond. Hein. Donc, il faut vraiment trouver le moyen de ramer tous ensemble dans la même direction. C'est ça le plus difficile, parce que régulièrement, on a l'impression que le cap n'est pas celui. Enfin, c'est une question de partage des objectifs. Et quelquefois, effectivement, il y a des divergences. Donc, sur la partie engagement collectif, c'est vrai que tant qu'on est tendu vers un objectif qu'on a réussi à partager, eh bien, ça peut avancer bien. Donc, voilà, j'espère que ça continuera derrière. D'accord. En tout cas, vous parliez, de doute et d'échec. Est-ce qu'on a le droit de douter quand on dirige une entreprise, une interprofession? Ah ben, on Comment fait que le ça. doute voilà, comment vous acceptez le doute? Comment vous le et les obstacles, comment vous les surmontez lorsqu'ils arrivent? Alors d'abord, le doute est un formidable moteur d'amélioration. Pour moi, ça l'a toujours été. J'ai toujours eu, bien sûr, je pense avoir une colonne vertébrale assez solide sur les objectifs et sur ce qui me semble bon, même si je suis très, très à l'écoute beaucoup, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, parce que je pense que les choses bougent très, très vite et qu'on a besoin de rester à l'écoute de notre environnement pour réussir à prendre les meilleures décisions. La crise que nous vivons nous le prouve à la puissance 10 000. On voit bien à quel point des certitudes hier sont remises en question. Donc, on a vraiment besoin d'être très, très à l'écoute. Donc, le doute, c'est la première, pour moi, c'est le premier moteur. Je suis en même temps très admirative des gens qui ont beaucoup de certitudes. Je pense que moi, je les écoute beaucoup, ça m'intéresse beaucoup, même si après, je fais mon miel et mon tri. Mais je pense que le doute est un formidable moteur vraiment d'amélioration. Donc ça, j'accepte le doute sans aucune difficulté. Au contraire, je crois que je n'aurais jamais progressé sans le doute. C'est parce qu'il y a du doute que je vais chercher des nouvelles idées, que j'écoute, ou si j'étais sûre de moi, je n'écouterais rien, je pense, et je pense que ce serait dommage. Ensuite, en ce qui concerne les obstacles, on les surmonte. C'est pas facile. Les obstacles les plus difficiles que j'ai rencontrés sont liés plutôt à je dirais effectivement des divergences sur les objectifs. Donc ça, c'est quand on réalise qu'on ne s'est pas compris, c'est toujours très très difficile. Ou quand on réalise qu'on n'arrive pas à se comprendre et que c'est éventuellement irréconciliable parce qu'on est dans des couloirs trop différents. Ça, c'est encore plus surprenant. Et bien sûr, quelquefois, il y a dans les obstacles qu'on peut rencontrer une forme allez, on va dire de parti pris, moi, j'ai énormément de mal à invoquer un éventuel machisme parce que je ne pense pas que ce soit la réponse à grand chose. Mais il y en a quand même un peu quelquefois, c'est-à-dire un peu de mépris pour la position prise par une femme qui n'est pas complètement du sérail, qui n'est pas complètement là depuis longtemps, au sens où moi je suis là depuis très longtemps dans mon métier, mais je n'étais pas dans ces instances-là depuis longtemps. Et puis la volonté pour certains de gérer l'entre-soi, ça c'est sûr. Je suis prise entre le fait que je suis effectivement originaire d'ailleurs, qui m'a donné une très grande ouverture d'esprit, au je pense. sens, voilà. Mais c'est-à-dire en fait, c'est surtout par ignorance, par absence de déterminisme, on fait des choses que les autres ne peuvent pas faire. Parce qu'en fait, ils ont chevillé au corps des freins qui leur paraissent insurmontables. Et moi, bien souvent, ces freins, mais simplement, je ne les connaissais pas. Donc, quand on ne connaît pas, on peut avancer puisqu'on n'est pas concerné. Voilà. Donc, ça m'a fait faire des transgressions, certaines, dont certaines ont été des erreurs, mais dont d'autres ont été des capacités avancées. Je l'ai vécu dans mon entreprise comme dans les instances. Dans mon entreprise, j'ai fait des transgressions sans le savoir, parce qu'il y a des choses n'étant pas de la région que j'ignorais. Ça m'a permis d'avancer, alors que d'autres étaient freinés, et j'ai refait pareil dans l'interprofession. Donc oui, j'ai senti ces obstacles-là. J'ai plus senti, comment dire, c'est toujours assez compliqué de mettre des mots là-dessus, mais il y a des moments où on sent qu'on n'en est pas, entre guillemets. On n'est pas
on a des différences réelles ou supposées d'ailleurs, hein, parce que bien souvent on imagine des choses Ce sont des sur les perceptions. autres. Voilà, ce sont des perceptions. Donc, voilà, ça peut être terriblement gênant. J'aime beaucoup une phrase d'Albert Camus qui dit qu'on se fait toujours des idées exagérées sur ce qu'on ne connaît pas. Et donc, dans un sens comme dans l'autre, moi, j'ai sans doute par moments donné l'impression de choses parce que les gens ne me connaissaient pas suffisamment. Et après, en se connaissant, on apprend à aller au-delà des difficultés. Pour tout vous dire, il y a une chose que j'ai trouvée particulière, c'est que cette crise du Covid a compliqué les relations humaines tout de même. C'est-à-dire ça a simplifié, par exemple, les réunions ou autres, on se voit en visio, mais ça a enlevé une partie de la relation avec les gens, de l'apprivoisement qu'on peut vivre quand on se rencontre, l'apprivoisement réciproque, qui fait qu'on apprend à se connaître, à se sentir, à s'écouter. Donc, ce que j'ai vécu pendant presque 2 ans, les 2 premières années de rencontres, je trouve ça plus difficile depuis quelque temps, et il est certain que ça n'aide pas à passer les obstacles. Ça aide d'une certaine façon parce que dans la mesure où on ne se voit pas, finalement, il y a assez peu d'opposition, les choses avancent, mais dans la mesure où on ne se voit pas, on n'arrive pas sans doute à soulever certains freins. On reste peut-être sur des idées reçues, ou voilà, c'est sans doute une réalité. On va pas assez en profondeur finalement. On reste Voilà. assez Alors en même pragmatique. temps, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant de se dire qu'on est très concentré sur le travail qu'on fait ensemble, que c'est pas que l'avant ou l'après qui font la différence. Et donc avec des éventuelles complicités développées dans un sens ou dans l'autre, même si le téléphone peut continuer à marcher, mais c'est vrai que les gens qui sont dans ces instances-là, souvent ils se voient tout le temps. Parce qu'ils sont dans 50 instances, donc ils se recroisent en permanence, ça devient un peu un métier. Alors que quand on est concentré sur une ou 2 instances, on est concentré sur la mission qui lui correspond et pas au reste. D'accord. Donc voilà, c'est un peu je sais pas si je me fais bien comprendre et si j'exprime bien ce que je peux avoir vécu, mais voilà, les principales oppositions que j'ai pu rencontrer, c'est moi n'étant pas tout à fait du sérail, de me confronter à des gens qui en sont et qui sont très solidaires sur des questions éventuellement subsidiaires à cette mission-là, et qui donc font que j'ai eu parfois une espèce de mur devant moi. D'accord. Voilà, Et j'ai essayé de les surmonter surmonter. ça, Encore une fois, j'ai eu des échecs. Hein. oui, je comprends. Mais du coup, pour surmonter ça, est-ce que ça vous a justement donné encore plus de force? Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir un cercle autour de vous pour vous soutenir dans ces moments-là et vous dire ne pas lâcher? Comment vous Ah oui, l'avez? oui, oui. Ça, oui, 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 oui. Dans les moments difficiles, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les uns ou les autres, de m'apercevoir qu'il y a souvent une majorité silencieuse qui adhère, mais qui a plus de mal à s'exprimer parce que c'est pas dans son tempérament, parce que elle est moins, elle est plus rivée sur ce qui est bon que sur ce qui est mauvais, et le bien ne fait pas beaucoup de bruit. C'est souvent les gens qui, avec des capacités de nuisance, font beaucoup de bruit, et ceux qui ont la capacité de bien faire, ils font moins de bruit. Donc voilà, c'est ça qui est le plus difficile, mais ça veut dire qu'au fond de soi, après, quand on avance, on prend ça en compte, voilà, on relativise. Maintenant, ça n'empêche que des gens avec des capacités de nuisance sont très efficaces. Hein. Donc ça veut dire que ça peut être des freins. Et puis quelquefois, heureusement qu'il y a eu ces freins, parce que ça nous a fait prendre en compte des choses qu'on n'avait pas bien comprises. Donc je trouve qu'il y a toujours du bon, hein, dans les difficultés. On progresse, on apprend. Et en même temps, moi je pense que de progresser et d'apprendre, c'est très précieux, mais c'est très bien de le faire avec un regard quand même encore un peu nouveau. Je pense que c'est bien de ne pas passer sa vie dans ce genre d'instance collective ou d'instance. C'est bien de changer, quoi. Ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi intéressant pour mon entreprise. À moi, je reviens avec un regard nouveau, j'ai appris des choses. Et de la même façon, dans une interprofession ou dans une instance collective, j'aborde de façon un peu nouvelle et rafraîchie, si je puis dire, par mon expérience professionnelle. D'accord. Alors dans cette vie trépidante, hein, vous êtes épouse, vous êtes mère de 4 enfants, et justement mère de 4 enfants, et c'est au moment où vous êtes en plein développement de votre entreprise familiale, je me trompe pas? Et du Mm. coup, comment avez-vous trouvé cette énergie,
c'est toujours intéressant pour des auditeurs et des auditrices de comprendre comment on a des idées, des projets d'entreprendre, des projets d'eux, et puis on se met souvent des freins. Et on voit à travers des parcours comme le vôtre que bah, finalement, c'est possible. Est-ce que vous avez justement un secret à nous partager sur le comment gérer la vie familiale et la vie d'entrepreneuse? Alors, d'abord, j'ai la chance d'avoir eu un mari qui m'a toujours beaucoup soutenue et qui lui-même avait eu une mère veuve et qui donc était très aux commandes, très aux manettes. Et donc, pour lui, ça lui a jamais posé aucun problème et il a toujours été vraiment dans le soutien du quotidien. Et puis aussi dans le soutien des objectifs, puisqu'on partageait ce projet commun, même si lui a toujours continué une carrière très, très prenante ailleurs. Donc, on échangeait là-dessus, mais c'était vraiment mon métier à moi. Je dirais que j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé dur de tout faire. J'ai trouvé dur d'avoir l'impression sans cesse d'être écartelée. Je pense que c'est le lot de beaucoup de monde, hein, et pas que des femmes. Mais on est souvent écartelé entre plusieurs devoirs en se disant je dois bien m'occuper de mes enfants, mais je dois aussi bien m'occuper de mon entreprise. Je pense que un des secrets, pour tout vous dire, je ne pense que j'ai toujours cherché, est-ce que c'est par éducation, par culture personnelle, j'en sais rien. J'ai toujours cherché à travailler sur quelque chose qui me dépasse. C'est-à-dire, je n'ai pas fait les choses pour moi. Je n'ai pas cherché mon accomplissement personnel dans ce que j'ai fait. J'ai toujours, je crois, cherché à ce que ce soit un projet collectif, à ce que l'entreprise soit au service d'un projet et d'un objectif qu'on s'était construit. Et j'essayais de faire partager aux équipes. Et est-ce que ma famille sente que je n'étais pas absente que pour moi-même, ou que pour, bien sûr, la dureté de la vie qui fait qu'il faut gagner sa vie. Ça, c'est une réalité de la nature humaine. Mais que j'étais pas dans une course simplement pour m'accomplir moi, mais dans une course pour accomplir une mission, un objectif et quelque chose je dirais, qui a un but. Développer une entreprise viticole, moi, ce qui m'a le plus motivée dès le départ, c'est l'impression que j'avais découvert une région incroyable, que je trouvais absolument magnifique et dans laquelle, en revanche, les gens étaient extrêmement pessimistes et négatifs. Moi, je trouvais qu'on avait tous les atouts. Donc, mon idée, ça a été tout le temps de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter du positif dans cette région qui pense qu'elle n'a pas d'atouts ou pense qu'elle a des difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter de la victoire et c'est vrai que quand vous partez avec 5 emplois au départ et que vous en avez 70 après, vous vous dites j'ai essayé d'être utile à quelque chose et de construire quelque chose de plus grand que moi. J'ai pas simplement cherché à me regarder dans la glace et avoir des succès personnels ou avoir des succès financiers ou avoir. J'ai toujours cherché à ce que ce soit plutôt au service d'un projet collectif, un projet d'utilité. Voilà, j'ai toujours senti que j'étais faite pour ça. Alors, j'ai lu tout à fait le papier que vous souhaitiez que je vous envoie là, et j'ai repris une phrase qui me tient beaucoup à cœur et qui a été une phrase clé dans mon éducation. C'est une phrase de Saint-Augustin qui dit que Dieu nous a fait différents pour que nous ayons besoin les uns des autres. C'est la clé de la parabole des talents. C'est-à-dire, il y a des gens qui reçoivent et qui savent faire des choses. Et ceux-là, s'ils ne s'accomplissent pas, ils manquent aux autres. On a besoin des artistes, on a besoin des scientifiques, on a besoin des ravis, on a besoin des rêveurs, on a besoin des comptables, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des littéraires, on a besoin de tout le monde pour construire un projet commun. Et si chacun n'assume pas ce pourquoi il est fait, eh bien, en fait, il manque aux autres. Donc, c'est pas dans la quête de soi qu'on va y arriver, c'est dans la quête de à quoi est-ce que je suis utile, pourquoi est-ce que je suis fait, et est-ce que je peux jouer ma partition. Et une des clés, c'est que si on joue pas bien sa partition, non seulement on manque aux autres, mais c'est vrai qu'on passe à côté de ce qu'on est et donc de ce qu'on est capable de faire et donc d'une certaine plénitude, enfin d'une certaine joie, qui ne passe pas par la satisfaction individuelle, hein, mais beaucoup par l'idée qu'on s'associe. On est membre de l'humanité et qu'on participe à quelque chose. Alors, j'ai l'air de partir très loin du sujet, mais dans le concret,
Oui. Dans le concret de la vie, ça veut dire que ben voilà, moi j'ai de l'énergie, je suis plutôt créative, dynamique. Je serais une très mauvaise mère au foyer. Je me serais ennuyée ferme, j'aurais été enquiquinante comme tout pour mes enfants, enfin j'en sais rien, mais j'aurais pas été à ma place. En revanche, j'avais envie d'être active différemment, et de faire les deux à la fois, de le faire comme je l'ai fait. J'ai trouvé souvent ça dur, exigeant, mais je pense que j'étais faite pour ça. Voilà, donc c'est un équilibre à trouver tout le long de la vie qui, moi, me paraît un peu le défi de chacun. Donc, je dirais que c'est un peu le conseil que je donnerais. Je n'ai pas de conseil à donner, hein, mais moi, c'est ce que j'ai reçu et que je serais heureuse de transmettre. C'est que vraiment, pour trouver sa place, il faut faire ce pourquoi on est fait. Et qu'en faisant ce pourquoi on est fait, ben on est heureux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'il faut faire extrêmement attention, en parlant des femmes, et extrêmement attention aux stéréotypes. On n'est pas appelé à faire toute la même chose. Tout à fait. Et je suis très choquée, moi, quand je vois la pression qu'on exerce sur des femmes, sur des jeunes femmes, sur des moins jeunes d'ailleurs, mais dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'ai été issue d'un milieu dans lequel il y avait beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas, et dans lequel on avait considéré depuis des générations que finalement, libérer les femmes du travail manuel ou mécanique ou quotidien dans le monde économique, c'était une façon de les protéger ou de les anoblir. Moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était une façon de les mettre sous le boisseau, mais que c'était une façon de leur apporter autre chose. Et je sais que, leur permettre de vivre autre chose. Et je sais que moi, il a fallu que je m'affirme dans mon choix, voilà, dans les exigences professionnelles que je me donnais auprès de ma famille, mes amis. Voilà, pour ma génération, j'étais un petit peu différente. Et aujourd'hui, dans l'autre sens, je trouve que c'est très important que les jeunes filles, les jeunes femmes puissent choisir ce qu'elles veulent, si elles veulent pouvoir s'arrêter un peu, si elles veulent pouvoir, au contraire, être hyper engagées. Chacune doit pouvoir trouver sa place à sa façon. Et je pense que c'est très important de ne pas mettre de modèle tout fait devant chacune. Voilà, ça me paraît essentiel. Éliane Lafage disait il faut écouter la petite voix en soi. Est-ce qu'en fait, Ouais. ça résume à ce que vous dites, je pense? C'est un peu ça? C'est s'écouter? Mais c'est s'écouter, c'est écouter pour ce qu'on est, c'est pas pour s'écouter pour soi-même, c'est pas que pour se satisfaire. Et ça, c'est très important parce que je pense qu'il n'y a pas de vraie joie sans le désir d'être utile à tous, enfin d'être efficace. Justement, qu'est-ce qui vous a marqué le plus là? Si on regarde en arrière, ces 20 dernières années, là, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans l'univers du vin? Alors, la première chose que je ne vous ai pas dite, c'est que j'ai d'abord été marquée par une femme qui m'a mise le pied à l'étrier. La première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'était Chantal Combe. Oui. Du vin. C'était une femme qui était passionnée pour le vin quand elle a eu 40 ans et elle a repris un domaine familial. Et en reprenant ce domaine familial, elle a développé une entreprise et c'est chez elle que j'ai travaillé pour d'abord faire un stage juridique sur des questions de droit et qui ensuite m'a gardée et m'a dit je vais vous apprendre le métier et vous allez faire ça très bien et elle a eu confiance en moi. Donc c'est déjà la première chose que j'ai rencontrée et elle m'a appris énormément de choses sur le métier du vin parce qu'elle avait une ambition et un objectif qui était assez peu répandu dans la région et donc ça a été très utile. Sinon, je pense que votre question, c'est plus sur le monde du vin en général, ce que j'ai vu évoluer dans la profession, c'est ça? Oui. Ce que j'ai vu évoluer dans la profession, tout au moins pour le Languedoc, parce que je pense que c'était déjà le cas dans beaucoup de régions, mais ça n'était pas encore dans le Languedoc, c'est la capacité qu'a le vin à être un produit totalement fini et à donc à aller directement à la rencontre du consommateur. Et nous sommes un des produits les plus fort pour ça, c'est-à-dire que du terroir jusqu'au consommateur dans un restaurant de Tokyo, finalement, autrefois, il y avait des liens extrêmement distants, extrêmement dilués, au sens propre comme au sens figuré, parce que nos vins étaient assemblés 10 fois avant de parvenir au marché finaux. Aujourd'hui, on peut, nous, travailler en ayant en tête le restaurant de Tokyo. On peut, à partir du terroir, faire tout ce travail et faire partir nos vins directement au plus près du marché. Donc ça, c'est une très grande évolution. C'était déjà le cas pour les régions petites comme la Bourgogne, qui depuis longtemps étaient des régions relativement proches des marchés.
même s'il y a quand même des maisons de négoce, des intermédiaires, mais qui depuis longtemps étaient quand même des produits assez finis. Et aujourd'hui, c'est le lot je dirais de toutes les régions et du Languedoc, qui reste la première région viticole française. Donc ça, c'est une grosse évolution. Donc il y a la place pour beaucoup d'entreprises. Ça n'empêche pas qu'il y ait la place pour des entreprises leaders, parce qu'il faut qu'il y ait des poids lourds pour entraîner tout le monde. Hein. C'est tout à fait. Alors maintenant, j'ai une autre question, parce que j'aime à dire que les femmes marquent notre époque. Avec votre expérience, qu'ont-elles apporté dans l'univers du vin? Alors, je pense qu'elles ont justement beaucoup apporté une capacité à comprendre le consommateur, à l'écouter. Je pense que les femmes sont plus à l'écoute, notamment dans la dégustation et dans le… une des choses essentielles, me semble-t-il, pour les femmes, c'est qu'elles acceptent d'être des femmes. Je ne pense pas que les hommes et les femmes soient copier-coller. Je pense que nous avons des différences et des complémentarités, et que donc c'est précieux. À chaque fois qu'on est dans une équipe mixte, on s'aperçoit que chacun avance à sa façon. Non pas que ce soit totalement caricatural et que les uns soient radicaux dans un sens ou dans l'autre, mais on a des façons un petit peu différentes de fonctionner, et on s'aperçoit qu'on peut très bien s'imbriquer, ça fonctionne bien quand on est ensemble. Je pense qu'en fait, l'influence des femmes, elle était là depuis très longtemps, parce que comme il y a beaucoup d'entreprises familiales, je pense qu'il y avait beaucoup de femmes à beaucoup d'endroits, mais je pense que ce n'était pas elles qui prenaient la parole. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas elles qui faisaient ou qui influençaient. Donc, je pense que la présence des femmes est quand même déjà assez ancienne, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus présente, et je pense que, notamment, par exemple, parmi les femmes œnologues, aujourd'hui, il y a un impact certain de leur savoir-faire, dans leur rigueur, leur exigence et leur dégustation, parce qu'elles ne dégustent pas obligatoirement toujours exactement pareil, même si on ne peut pas dire qu'il y a un style féminin ou un style masculin. Et je pense qu'elles ont apporté, c'est ça, cette plus grande complémentarité et mixité. Alors, ce n'est pas obligatoirement très visible, hein, parce que les femmes dans le monde du vin ne sont pas encore très visibles, même si elles sont très présentes. Elles sont visibles dans les entreprises familiales. Elles commencent à être très visibles sur certains métiers. Je citais les œnologues. Aujourd'hui, dans les candidatures qu'on reçoit, on est à plus de 50%. Et je crois que dans les écoles, ils sont à plus de 50%. C'est un métier vraiment qui intéresse les femmes. Dans les métiers, parmi les propriétaires, il y a une grosse évolution avec les transmissions. Il y a énormément de filles qui reprennent des domaines familiaux. Et ça ne pose aucun problème, alors que je pense que longtemps, je dirais sans doute pour les pères, il était plus naturel que ce soit des fils qui reprennent. Aujourd'hui, ils sont trop contents quand ils ont des filles qui reprennent. Enfin, je veux dire, ça ne pose aucun problème. Ça se fait de façon très harmonieuse, d'autant plus que les successions aujourd'hui ne peuvent se faire que par la compétence. Il faut être formé. Les enjeux sont exigeants, on est de plus en plus pointus, on a sur le dos des banquiers pointus, des exigences techniques pointues, donc il faut être formé. Et donc, c'est vrai que souvent, les filles sont bien formées. Donc, ça se fait, je pense, vraiment naturellement. Ça, c'est une grosse évolution. En tout cas, c'est une grosse évolution dans la visibilité. Je pense que souvent, il y avait des filles associées. Il y avait un frère et une sœur qui reprenaient, par exemple. Mais souvent, c'est le frère qu'on voyait et on ne voyait pas tellement la sœur. Maintenant, il y a des femmes seules qui reprennent. Enfin, voilà, je pense que là, ça devient plus visible. Et au sein du CIVEL, dans vos équipes, il y a beaucoup de femmes? Alors, ça, c'est le truc le plus difficile. J'ai réussi à faire rentrer 4 femmes au conseil d'administration contre une avant, donc c'est un petit quelque chose. Et 4 femmes, non, oui, 4 femmes et 4 au bureau. Je les ai fait toutes monter au bureau pour. C'est difficile, c'est très difficile. Qu'est-ce qui freine la raison? Alors, des raisons de bon sens, celles que moi j'ai vécues. C'est-à-dire que pendant des années, dans les choix qui sont faits, quand il faut s'occuper à la fois de son entreprise et de sa famille, on fait des choix prioritaires normaux. Ce sont aujourd'hui des choix qui touchent aussi les garçons. C'est-à-dire qu'on a de toute façon, dans ces instances-là, du mal à recruter du monde, parce que c'est difficile de s'occuper d'outils collectifs. Donc, les gens qui ont une entreprise à développer en même temps, ils ont du mal. Ils ont du mal à participer. Ça vous prend beaucoup de temps? C'est vrai que… Pardon, je vous ai coupé, mais ça vous prend beaucoup de temps? Oui, ça prend du temps. Ça en prend moins qu'avant. Là, le fait de faire beaucoup de choses en Zoom fait qu'il y a moins de perte de temps dans les transports et autres. Donc, et donc, notamment pour les contraintes du quotidien, quand des femmes ont participé à une réunion, mais que finalement, et qu'elles veulent partir, mettre fin à la réunion, elles peuvent le faire plus facilement.
même si on peut toujours sortir d'une salle de réunion, mais je pense que peut-être que ça facilite un peu. Mais je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, les garçons vivent les mêmes engagements, hein. On voit bien dans la génération montante que les jeunes, ils ont des engagements à la fois professionnels et privés qui sont équivalents. Moi, je ne vois pas de jeunes hommes qui aient une famille et qui ne s'en occupent pas. Peut-être que ça existe, mais je n'ai pas l'impression quand même que ce soit très répandu. Donc, ça veut dire qu'ils ont les mêmes contraintes. Alors après, il peut y avoir les goûts. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des femmes qui, quand elles ont du temps, ont plus envie de s'occuper de leur famille. Ce n'est pas seulement une question d'exigence, mais aussi de choix personnels. Et donc, ils se respectent. Voilà, c'est tout à fait respectable. Donc, voilà. Moi, en tout cas, j'ai vécu ça pendant très longtemps. Je sais que je m'occupais de mon entreprise et de mes enfants, c'était déjà pas mal. Et je me suis occupée d'outils collectifs que quand j'ai eu plus de contraintes maternelles. Plus de culpabilité en arrivant à 20h30 chez moi. Ça faisait longtemps que je voyageais beaucoup. C'est aussi un élément. Dans le monde du vin, on peut être amené à beaucoup voyager. Donc déjà, on est quand même assez pris. Donc si en plus, on a des engagements qui vous prennent en plus du travail, ça fait beaucoup. Je comprends. Alors, petit mot sur la réussite et le succès. Quand vous regardez au-dessus de votre épaule, bon, après quand même toute la discussion qu'on vient d'avoir, je connais la réponse. Néanmoins, est-ce que le mot succès et réussite, pour vous, sont des vilains mots? Ah non, ce n'est pas des vilains mots du tout. C'est l'objectif, c'est pas un objectif coupable de réussir. Du tout. Ce qui me paraît important, c'est de mettre les choses à leur place, c'est-à-dire que les échecs ne sont pas ni irréversibles, ni coupables. Les échecs, ça fait partie de la vie. Donc, je ne connais pas de gens qui n'en aient pas. Il me semble. En revanche, après, il faut savoir ce qu'on met dedans pour savoir comment on les vit. Est-ce qu'on les vit comme un renversement de la terre entière ou on les vit comme des étapes qu'il faut passer ou pas. Donc, non, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'on est dans un monde dans lequel tout peut basculer du jour au lendemain. Et donc, moi, je suis chef d'entreprise, je suis caution de tout ce que je fais. Je suis dans un métier dans lequel les engagements financiers sont très lourds. Je sais très bien que je peux être balayée du jour au lendemain. Vous êtes lucide. Ah oui, je suis très lucide. Ça là-dessus. En revanche, je pense que la capacité, ce qui fait un entrepreneur, ce que je me sens, vous me demandez comment je me résumais, je l'ai mis dans votre petit papier, là je suis à la fois une viticultrice et une entrepreneuse du vin. Je sens vraiment cette dimension d'entreprise, de construction, ça m'a toujours motivée, de construire un bel ouvrage, de construire quelque chose, de développer, ça me motive. Pas à n'importe quel prix, mais ça me motive beaucoup. Et donc je pense que c'est un objectif tout à fait louable et autre, mais on sait qu'en permanence, on peut redégringoler, on peut rater, pour moi, ça a toujours fait partie de la vie, c'est-à-dire que j'étais prête à prendre des risques. J'aurais jamais avancé sans prendre des risques, et donc quand il y a des risques, il y a des conséquences. Il y a des conséquences éventuelles. Est-ce que c'est important sur le chemin, son parcours, de savoir faire une pause et de regarder en arrière, quel chemin j'ai parcouru, est-ce que je suis au bon endroit, à la bonne place, et je continue? Ah, bien sûr. Alors, on est plus ou moins libre après, quand même, parce que quand on a une entreprise à soi, on n'est pas très libre, au sens où on est quand même un petit peu… Il y a quelquefois une métaphore qui me parle pas mal, c'est celle du hamster dans la roue, c'est-à-dire qu'on pédale, et il ne faut pas s'arrêter. Donc, il y a quand même ça. Donc, on peut effectivement regarder les choses en arrière et autres, mais on ne peut pas bouger tous les indicateurs, sauf à changer de vie complètement. Mais on ne peut pas tout changer. On a la chance quand même, quand on développe une entreprise, de faire plein de métiers différents et donc d'avoir des phases plus ou moins prenantes. Et moi, j'ai beaucoup trouvé qu'au cours de ma carrière, j'avais plein de moments où j'apprenais des nouvelles choses et j'avais des nouvelles missions à remplir. Et ensuite, ça tourne. C'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, on fait aussi beaucoup de missions par intérim. C'est-à-dire tout d'un coup, vous avez un collaborateur qui a une difficulté, ou vous avez un nouveau développement sur lequel vous vous investissez complètement, puis après, vous passez le bébé à quelqu'un d'autre. Vous avez un collaborateur qui a une difficulté de santé, donc vous vous remettez dans les dossiers par moment plus que d'autres, ou bien tout d'un coup, vous déployez un nouveau projet. Donc ça tourne quand même. Moi, j'ai eu la chance de le faire à 40 ans.
J'ai fait une année de formation. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je travaillais à fond depuis 15 ans. Ça m'a fait du bien de m'arrêter un peu, de m'intéresser à des sujets un peu différents. Je suis revenue sur mes sujets de départ. C'est-à-dire, Ça vous m'a avez fait une fait... formation sur quel thème? J'ai fait une formation très particulière qui s'appelle l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui est En fait, j'avais fait un DEA de droit de la défense nationale, quand je disais que j'étais intéressée par les questions de relations internationales et de diplomatie. Et j'étais fatiguée quand j'avais 38 ou 39 ans. Et un jour, j'ai croisé un de mes profs de droit qui m'a dit « Mais tu devrais essayer de faire ça, je suis sûre que ça t'intéresserait. » Et j'ai fait ça et j'ai trouvé ça absolument passionnant parce qu'effectivement, c'est une formation qui réunit… on est 100 par an. C'est une des formations les plus particulières de la République, si je puis dire. C'est déployé à partir de… Ça dépend directement du cabinet du Premier ministre. C'est une formation qui réunit des militaires à 25% de militaires, à 75% de personnalités de la société civile pour réfléchir aux grands enjeux du pays, aux grands enjeux internationaux et pour se former, se confronter, chacun venant soit du monde de l'entreprise, soit du monde politique, soit du monde de la presse. Il y a pas mal de journalistes. Donc, c'est à la fois très stimulant intellectuellement et en même temps, c'est une façon de remettre en perspective ce qu'on fait sur des plus grands enjeux. Donc, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, vous avez coupé pendant une année, c'est ça? Non, je n'ai pas coupé. Non, j'ai pas coupé. Je faisais ça le vendredi et le samedi et les soirs. Non, en plus du reste. D'accord. Mais c'était quand même une respiration. C'était pas un repos, c'était une respiration. C'était un peu prendre de la hauteur, un peu se recentrer sur d'autres thèmes et vous enrichir personnellement et avoir une autre vision après pour revenir dans l'entreprise. Je suis revenue avec des nouveaux regards sur des choses. Alors, je suis revenue avec assez peu de choses qui étaient concrètement, directement utiles à mon métier. Mais je suis revenue, moi, très en forme et très… motivée, boostée. Motivée, voilà. C'est sans doute d'ailleurs ce qui m'a amené quelques années après à prendre des responsabilités. C'est-à-dire que quand on réfléchit comme ça, on réalise à quel point on est dans un monde dans lequel on a chacun sa pierre à apporter. Et donc, on se pose la question de savoir ce qu'on peut faire. Intéressant. Vous pensiez que c'était une sorte de crise de la quarantaine? Plutôt que de la quarantaine, je dirais que c'était une crise de l'entrepreneur. C'est-à-dire que quand on est seul sur son métier, quand on est le patron de son truc tout le temps, on n'a personne pour vous challenger différemment. Bon, moi, j'avais la chance d'avoir mon mari quand même, parce qu'on était associés dans le projet. Enfin, il comprenait ce dont je pouvais lui parler. Mais on essayait de ne pas en parler trop parce qu'on avait nos vies, notre vie commune à déployer, nos enfants à élever, nos copains à avoir et voilà notre vie. Donc, on ne parlait pas que de ça. Et j'ai jamais aimé beaucoup parler de mon métier à la maison d'ailleurs. Donc, je pense que c'était un moment où j'avais… c'était une respiration. Je pense que voilà, ça change les choses. Ça fait du bien. Ah oui, puis là, vous sortiez carrément du milieu viticole, donc c'était une sacrée parenthèse. Oui, une sacrée parenthèse. J'étais un peu seule dans mon genre d'ailleurs. Très intéressant d'ailleurs, parce que quand vous rentrez dans cette formation, il y avait des grands patrons de groupes internationaux. Moi, je faisais entendre la petite musique d'une PME. Donc, on a l'occasion de confronter des réalités assez différentes. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va terminer par des notes légères. Et là, c'était de savoir, Myrène, est-ce que vous aviez une musique, un morceau de musique qui vous fait du bien, que vous écoutez régulièrement, qui vous transporte, qui vous permettent ou soit de vous concentrer ou de vous donner un peu la pêche lorsqu'il y en a besoin? Alors, la pêche, pour me reposer, j'écoute volontiers de la musique classique. J'aime beaucoup les morceaux très profonds. J'aime le violoncelle de Fauré. J'aime des choses comme ça très prenantes. Mais quand je veux me donner la pêche, j'écoute des choses plus modernes. J'aime beaucoup, j'écoute volontiers, je ne m'en lasse pas, bien que ça fasse 3 ou 4 ans que j'écoute une chanson, la chanson de Jane qui s'appelle Comme. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. C'est une chanson qui donne la pêche, moi j'aime bien.
Sinon, j'écoute volontiers. Qu'est-ce que j'aime dans les… J'aime beaucoup les… Moi, j'ai une difficulté, c'est que dans la musique contemporaine, j'aime les chansons à texte. J'aime les textes. Donc, c'est plutôt ça qui me fait réfléchir. Donc, j'écoute plutôt des choses un peu poétiques. Plutôt ça qui me fait du bien. Donc, alors, on va revenir à l'essence même de ce podcast qui est lié au vin. Est-ce que vous auriez un vin mémorable, là, à ce jour, celui que vous n'oublierez jamais, que vous avez dégusté, apprécié? Moi, il y en a un vraiment qui m'a marqué, c'est Château Rayas. Le dernier que j'ai goûté, c'était millésime 2010. Mais j'ai eu la chance d'en goûter plusieurs millésimes et ça m'a toujours beaucoup touchée. C'est un vin que j'aime énormément. Donc, en Châteauneuf-du-Pape. Sinon, j'aime beaucoup les blancs de Bourgogne et de Loire. Voilà, j'ai goûté hier un Pouilly-Vinzel absolument délicieux. Voilà, j'aime beaucoup les Sancerre, les Chablis. Voilà, j'aime beaucoup les blancs de cette région-là. Et sinon, voilà, Château Rayas, ça fait partie de mes coups de cœur forts. Et bien sûr, beaucoup de vins du Languedoc, ça c'est sûr. Mais j'essaye de sortir du Languedoc. Parce que oui. Dernière question, est-ce que vous avez des rituels? Alors, j'aime pas beaucoup les habitudes. J'essaye de ne pas en avoir trop. J'ai toujours essayé de balayer les choses, enfin voilà, de trucs. En revanche, dans mes rituels, j'essaie de commencer ma journée en pensant à ceux que j'aime. Ça me fait avancer. La gratitude? Oui, beaucoup. Ça me sert de moteur. Mais sinon, j'ai pas tellement de rituels matériels. J'aime bien justement ne pas en avoir trop. J'aime bien changer. Je vous remercie sincèrement pour cette conversation. Merci à vous. Voilà, c'est la fin. Toute ma gratitude à mon invité et à vous, chers auditeurs. Pour faire vivre ce podcast, pensez à partager, liker, commenter. Ceci est un podcast natif, indépendant et libre. Je compte bien l'étoffer par de nouvelles rencontres et aussi et surtout grâce à vous, chers auditeurs, chers followers. À très vite pour de nouvelles écoutes.